Merci beaucoup au Cercle des Voisins. Merci à François, à Sabrina qui m'ont contacté de cette invitation. Donc merci d'être venus. Peut-être puisque le livre est un peu le prétexte de cette rencontre, je voudrais en dire deux mots. Dire qu'il n'aurait pas été possible ce livre sans le GISTI, vous l'avez compris, donc qui est une association, disons, pour beaucoup composée de juristes, une vieille association. Tout est relatif, évidemment, fondée dans les années 70, mais aussi la CIMAD, qui intervient en centre de rétention et qui fait remonter beaucoup d'informations, l'ANAFE, qui intervient dans les zones d'attente, Migre Europe, qui est un réseau de chercheurs et d'associations qui, depuis maintenant pratiquement 20 ans, documentent l'enfermement des étrangers et les politiques migratoires européennes. Et j'en oublie, évidemment, des associations et des camarades militants même qui ne sont pas affiliés à des associations, qui font remonter, enfin je pourrais parler des No Borders à Calais, qui ont fait des rapports sur les violences policières, voilà. Donc ce livre, c'est une sorte de compilation finalement d'un travail de plein de gens, de plein de militants et de militantes de terrain qui sont allés voir ce qui se passe en réalité, parce qu'une des caractéristiques du traitement qui est réservé aux étrangers, c'est qu'il y a une grande différence entre la théorie et la pratique. Donc sans celles et ceux qui sur le terrain se battent, mais c'est aussi se battre dans les prétoires, hein, et les avocats et les avocates qui sont ici ce soir le savent. Sans eux et sans elles, rien de tout ça, rien de ce livre, ce livre n'aurait pas vu le jour. Voilà. Donc ça, c'est une première chose. Ensuite, on s'est dit que je parlerais une petite demi-heure et qu'après on poserait des questions. Je vais essayer de m'y tenir. Donc une petite demi-heure, ce sera forcément un aperçu très rapide de certaines questions. Et la première de ces questions que je voudrais traiter, c'est celle que je traite d'abord dans le livre, parce qu'en réalité, c'est la question chronologiquement la première, c'est celle de la nationalité, et qui est assez peu connue. Pour moi, c'était très important de commencer par ça, parce que je pense quand même que c'est une des racines du mal, si j'ose dire. Parce que si on se penche sur les critères qui permettent de participer à ce groupement politique qu'est la nation, si tant est que la nation soit un groupement politique, on pourrait vraiment en discuter. Les critères, en tout cas, d'appartenance au peuple français, puisque toutes les décisions de justice, par exemple, sont rendues au nom du peuple français, eh bien, ces critères d'appartenance, quand on les regarde d'un peu plus près, on s'aperçoit qu'ils sont très très loin de correspondre aux valeurs sur lesquelles la République est censée s'appuyer, hein, puisqu'ils sont à peu près tout, sauf l'égalité et la fraternité. Alors, très rapidement, si je me donne quelques minutes sur la nationalité, c'est quand même très frappant de voir que le premier mode de transmission de la nationalité française, puisque c'est celle-là dont il est essentiellement question, mais ce sont des modes de transmission de la nationalité qui sont assez répandus quand même, du moins en Europe, puisque ça vient du Code Napoléon et que le Code Napoléon a fait plein de petits bébés, enfin il s'est assez bien exporté avec les guerres napoléoniennes justement. Eh bien, Napoléon parce qu'à l'époque, le droit romain était assez à la mode. Je ne sais pas vraiment pourquoi. Ce serait trop long de vous expliquer, mais le droit romain était à la mode. Et du coup, il a ressorti une vieille règle du temps des Romains, selon laquelle la nationalité se transmettrait par les liens du sang. C'est-à-dire, et français, alors à l'époque, c'était en plus machiste, puisque est français, celui dont le père est français. Et cette règle de transmission donc, de la nationalité par la filiation, reste aujourd'hui, alors maintenant c'est père ou mère, le père et la mère peuvent transmettre la nationalité française, ça reste un des premiers modes de transmission de la nationalité, auquel s'est agrégé le mode que vous connaissez peut-être, qui est le droit du sol, mais c'est un droit du sol compliqué, puisque c'est un droit du sol à 2 étages. Il faut être né sur le sol français d'un parent lui-même né sur le sol français, le double droit du sol. Et quand on se penche un peu sur cette histoire de la nationalité, on s'aperçoit que même pourquoi finalement on a ajouté le double droit du sol, hein, c'était à une époque où finalement aux frontières françaises, il y avait un certain nombre d'étrangers qui vivaient là et qui étaient contents d'être étrangers, tout simplement parce que finalement ils n'avaient pas trop de soucis avec l'État français qui, à la fin du 19e siècle, n'a pas grand-chose à voir avec l'État actuel, hein, donc était moins présent, hein, disons, pour faire très schématique. Eh bien, finalement, ils n'étaient pas si mécontents, ils pouvaient se marier, ils pouvaient conclure des contrats, ils pouvaient travailler, ils pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient à peu près, mais en plus, ils n'avaient pas besoin d'aller au service militaire, qui à l'époque durait quand même presque 10 ans.
Donc c'était plutôt pas mal. Donc finalement, eux-mêmes ne trouvaient pas d'intérêt à devenir français à l'époque. Ceux qui vivaient comme ça, c'était essentiellement des étrangers des pays limitrophes, hein, avec la Belgique, avec l'Allemagne. Enfin, ils vivaient comme ça dans ces zones frontalières et ils ne voyaient pas pourquoi ils se feraient cataloguer français, parce que c'était plus d'emmerdes qu'autre chose. Et même des sacrées emmerdes, puisque 10 ans de service militaire quand même. Voilà. Et donc ce sont les Français qui, dans ces régions-là, ont un peu rouspété auprès de leurs représentants en disant, écoutez, quand même, nous, ils vivent tous comme, ils sont comme nous, ils vivent comme nous, ils sont là depuis parfois des générations, mais ils arguent de leur qualité d'étrangers pour ne pas faire le service militaire. Donc ça a été un des arguments. Il y en a d'autres. Il y a aussi le besoin de faire des soldats, de créer des soldats, qui a contribué à cette généralisation, disons, pour faire vite, du double droit du sol. Donc voilà. Il y a aussi la volonté de faire des soldats pour pouvoir faire la guerre, ça, parce que seulement les Français se battent, etc. Donc, c'était intéressant, moi j'ai trouvé, de voir à quel point cette notion de nationalité française, qui naît à peu près à cette période-là, hein, fin du 19e, avant on ne parlait pas de nationalité française, on parlait de français, mais plutôt de citoyens français, on pourra en parler après si vous voulez, mais comment cette idée de nationalité française et comment ce concept, depuis qu'il existe, pas si longtemps que ça, hein, fin du 19e, est instrumentalisé par l'État, soit pour faire des soldats, soit pour faire des gens qui travaillent dans les champs après la guerre, quand on avait besoin de gens pour cultiver les champs, pour travailler dans les mines, etc. Bon, voilà, on a besoin, dans les années 20, dans les années 30, on a besoin de population française. Et bien, on naturalise, on ouvre les portes de la naturalisation parce qu'on a besoin de travailleurs qui soient loyaux, okay, parce que les travailleurs peuvent aussi devenir des soldats, puisque la guerre est toujours un petit peu en toile de fond de l'organisation étatique. Donc voilà, vraiment une instrumentalisation politique, de ce concept de nationalité, et puis même de qui sont les nationaux. Et donc, si dans les années 30, on a ouvert à la aux naturalisations, c'est-à-dire à la fabrication de français, transformation d'étrangers en français, bon, pendant la Deuxième Guerre mondiale, on a dénaturalisé des commissions présidées par des conseillers d'État et où des juges de la Cour de cassation ont présidé des commissions qui dénaturalisaient des gens qui l'avaient été, des juifs essentiellement. Bon, ça, c'est pour la petite histoire, si je puis dire, qui ont été rétablis dans leur nationalité française à la Libération. Mais surtout, depuis les années, disons, allez, 90, hein, c'est amorcé un long processus visant à fermer les portes de la naturalisation et surtout à lier les questions de lutte contre l'immigration aux questions de nationalité. Alors en plus, j'ai la chance ce soir, je parle sous le contrôle de certains camarades et certaines camarades qui, si jamais je dis quelques conneries, pourront voilà, rectifier. C'est toujours agréable de savoir que comme ça, je ne vous dirai pas de bêtises. Mais voilà, donc depuis, disons, une vingtaine d'années, la nationalité est devenue un des moyens, a été lié aux questions migratoires. Et on a fermé les portes de dénaturalisation. Alors, pour finir cette question des naturalisations, aujourd'hui, pour être de la nationalité, mais on pourrait parler des autres modes d'acquisition de la nationalité française, avant, jusque dans les années 90, disons, par exemple, vous épousiez un Français ou une Française, eh bien, au bout d'un an, je crois, peut-être que même un jour, le délai a été de 6 mois, je ne sais pas. Au bout d'un an, en tout cas, eh bien, vous deveniez, par simple déclaration, français. Aujourd'hui, il faut 4 ans, et vous avez intérêt à garder toutes les preuves de votre vie maritale, parce qu'il y a une sorte d'enquête qui est faite sur vous si vous êtes pauvre. Parce que si vous êtes riche, évidemment, il n'y a pas vraiment d'enquête qui est faite. Ça, c'est aussi quand même une constante, c'est-à-dire que les étrangers qui sont comme ça la cible d'une politique d'État extrêmement féroce, ce sont les étrangers pauvres. Parce que les étrangers riches, finalement, leur caractère d'extranéité, leur caractère d'étranger, tout de suite est souvent moins pris en compte par l'administration. Il est tout de suite plus facile de faire renouveler une carte de séjour ou d'obtenir sa naturalisation, et c'est là aussi que je voulais en venir. La naturalisation, un des critères essentiels, derrière l'adhésion aux valeurs de la République, derrière la signature du contrat de je ne sais plus quoi, d'intégration républicaine, ou je ne sais plus, avec la cérémonie d'accueil dans la nationalité française, derrière toute cette espèce de pipeau et comme ça de symbolique, ce qui est caché
en tout cas, il y a une part de réalité, mais ce qu'il y a vraiment derrière, c'est la condition de la stabilité économique. C'est-à-dire qu'il faut avoir un CDI, bien gagner sa vie, ne pas devenir une charge pour l'État français, c'est la condition sans laquelle vous ne pourrez pas être naturalisé. D'accord ? Si vous êtes trop vieux, par exemple, et que vous ne pouvez pas travailler, et que vous vivez avec l'aide à l'allocation à la solidarité vieillesse, vous ne pourrez pas être naturalisé. Si vous vivez avec l'allocation adulte handicapé, vous ne pourrez pas être naturalisé. Bon, maintenant, le Conseil d'État, comme ça faisait vraiment un peu trop discriminatoire, est un petit peu revenu et refuse que la nationalité française soit refusée à quelqu'un au seul motif qu'il soit handicapé et qu'il vive avec l'allocation adulte handicapé. Mais bon, le critère de base, c'est avoir de l'argent. Donc, il me semble quand même que ne pas partir de là et ne pas avoir ça en tête quand on réfléchit à la question du traitement des étrangers, ça me paraît un peu difficile. C'est-à-dire que finalement, je veux dire quand même, dans les années, là je vous parlais des années 20, des années 30, dans les années 20 et 27, je crois, ils ont pris une loi parce qu'ils avaient besoin de population française. Au bout de 3 ans sur le territoire français, tu pouvais demander ta naturalisation. Et beaucoup de gens ont été naturalisés. Aujourd'hui, même après 10 ans de présence sur le territoire français, si tu gagnes un SMIC, tu n'es pas naturalisé. D'accord ? Donc tu restes étranger, tu restes à la merci éventuellement d'une carte alors, annuelle ou pluriannuelle à faire renouveler. Voilà. Donc il faut quand même, c'est quand même un peu aberrant qu'on ne réfléchisse pas aux critères d'appartenance à ce qui est censé être un groupe politique. Je veux dire, ça devrait être une des pistes de réflexion quand même. Pourquoi la résidence sur un territoire ne suffit pas automatiquement au bout d'un temps assez court pour participer au groupe politique, si ce mot a encore un sens à l'échelle étatique. Donc voilà, ça c'est un truc je pense qu'il faut, qui en tout cas me semblait important de dire avant de se plonger dans les autres joyeusetés du droit des étrangers pur.